Voilà pour cette gauche année zéro instantanée des derniers moments de pouvoir et carnet de campagne d'une élection présidentielle qui fit valser les certitudes et, dit-on, l'ancien monde. Alors la gauche, est-ce donc... Non, pas l'ancien monde, pas l'ancien Voilà, monde. alors je vais vous poser la question, Serge c'est Macron, là, vous reprenez Macron, là. Mais c'est bien ce qu'on dit, c'est éditons l'ancien monde, Oui, éditons l'ancien monde. Donc, ouais. est-ce que vous êtes d'accord? On entend Bernard Cazeneuve à la fin de votre film, donc ce film que vous avez co-réalisé avec Nicolas Combalbert. Oui. Est-ce donc un chantier ou est-ce un champ de ruines, cette gauche? Si je savais, je serais très fort, Mais vous suivez ce parti depuis 1969. Alors, vous avez accompagné ce parti depuis... Il y a un côté, bien sûr. Vous avez forcément une analyse. Il y a un côté christique dans le parti socialiste, vous savez. Il meurt et il ressuscite. C'est vrai. Donc c'est ça qui est formidable. C'est presque comme le Messie. Ben oui, regardez les chiffres. 93, 2002, 2005. Ouais. Chaque fois on dit il est mort. Mais il est mort, c'est une déroute, c'est une bérésina, c'est une catastrophe, etc. Quelques années après, hop, il ressuscite. Donc c'est étrange. Alors c'est vrai qu'il y avait des gens pas mal. Voilà, genre 71 Mitterrand, 93 Lionel Jospin, qui en fait avec la gauche plurielle revient en 97. Bien sûr. Là, il y a qui? Eh ben, il y a, par exemple, quelqu'un que j'ai filmé, moi. Bernard Cazeneuve? Par exemple. Alors, encore faut-il qu'il arrive à obtenir en février prochain, février-mars, lors du prochain congrès. Je pense que c'est celui... Ça peut être lui, le Messie? Un Messie laïque, mais enfin, oui, c'est possible. C'est possible parce qu'il a été un excellent ministre de l'Intérieur. Il a conduit, qu'on le veuille ou non, la campagne... Qui a fait l'objet d'ailleurs d'un de vos films, vous l'aviez suivi déjà. La campagne législative, c'est lui qui était là. Alors, dans l'abandon absolu des autres ministres. Certains étaient avec Macron. C'est même terrifiant, ces images de campagne. Moi, je trouve ça triste. Enfin, vous savez, c'est affreux que les gens quittent le navire comme ça. C'était perdu d'avance. Et alors, l'honneur, ça existe. Quand on sait qu'on a tout perdu et qu'on risque la mort, est-ce que ça vaut le coup de... Je sais pas, l'honneur, ça existe. Je crois à l'honneur, moi, personnellement. Mon père, il était résistant et socialiste, et croyez-moi que la bataille était perdue quand il était peu à être résistant et socialiste. Enfin, vraiment, je veux dire, c'est... et ne jamais abjurer ce qui nous a fondés, constitués, etc. Ça me paraît très, très important. Là, ils partaient tous chez Macron, ou d'autres étaient tentés par Mélenchon. Puis le Parti socialiste, il n'y avait personne, et il y avait justement Bernard Cazeneuve. Ça veut dire quoi pour vous, justement, cette espèce de dichotomie entre ancien et nouveau monde? Ça ne me dit rien. Ouais. Mais vraiment, ça ne me dit rien. Je ne comprends pas ce qu'on veut dire. Je ne comprends pas, et je pense que Macron ne doit pas le savoir exactement non plus. C'est blessant. C'est blessant inutilement. Je pense qu'on a besoin de tout le monde, enfin évidemment. Il n'y a pas d'ancien monde. Ouais. Ça veut dire quoi? Que le Parti socialiste, celui de Blum, de Jaurès, de Mitterrand, c'est l'ancien monde? Ah ben merde alors. Ça veut rien dire, je trouve. Mais vraiment, je le pense avec émotion. Vous voyez, c'est pas simplement. J'ai jamais fait de politique, moi, au sens actif. Jamais. J'ai quitté le Parti socialiste. Vous avez documenté tout ça? Non, bien sûr. Mais en tant que politique actif, je n'ai jamais été comme certains ministres, apparatchiks, machin, etc. J'ai fait des films, moi, toute ma vie. Je n'ai pas fait autre chose que des films. Mais c'est sentimental. C'est sentimental. Je dis plus rien. Je suis un gros sentimental. Voilà. Et je n'ai pas honte de l'être. J'ai pas honte de l'être. Je pense que la politique, elle est culturelle avant tout. Elle est culturelle. On est comme ça. Moi, c'était mon père, mon grand-père, tout ça, etc. Je suis né là-dedans, dans le journal de mon père, c'était à Tunis, Tunis socialiste. Il y avait Tunis socialiste. Il y avait ma naissance. Bonne chance aux futurs camarades, moi. Donc, vous voyez, on est prédestinés, quoi. Oui. C'est con, mais on est prédestinés. Et vous étiez prédestiné quand vous avez documenté comme ça pendant toutes ces années, l'accession au pouvoir, l'exercice du pouvoir. Là, vous documentez un peu la fin, enfin une nouvelle refondation. Qu'est-ce que ça vous a fait d'observer ça? Une tristesse. Ouais. Une tristesse, évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Une tristesse, c'est-à-dire que moi, je me souviens du Panthéon que j'avais réalisé, je me souviens de l'arrivée de Mitterrand au Panthéon, je me souviens des 10 ans où j'étais conseiller audiovisuel de Mitterrand, 1971-1981, cette espèce d'ascension comme ça, alors qu'on était à ras de terre, quand ça, genre, comment il s'appelle, Hamon maintenant. C'était à peu près les mêmes scores, vous voyez. Et tout ça, ça a donné quand même Mitterrand en 81. Donc voilà, je n'arrive pas à croire qu'une idée belle, qui est l'idée de la justice sociale, qui est l'idée de la... Vraiment, ça s'appelle social-démocratie, mais il n'y a jamais eu de débat interne au Parti socialiste, c'est ça aussi le problème. On n'a jamais mis les choses à plat. On n'a jamais dit, alors, qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? Bon, on l'a jamais fait. Personne n'est d'accord sur les définitions. Bien sûr. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. C'est très embêtant qu'il n'y ait pas eu un congrès de Bad Godesberg, comme il s'est passé en Allemagne. On cite toujours ce truc-là, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin, je le cite aussi. Il n'y a jamais eu à plat, la mise à plat. Vous voyez, moi, je suis un... j'ai jamais été gaucho, moi, j'ai jamais été trotskiste, j'ai jamais été rien du tout. Enfin, j'ai toujours été ça, un social-démocrate. Alors, on disait socialiste parce que ça faisait plus chic, mais j'ai toujours été un social-démocrate. C'est-à-dire, je crois au compromis, je crois à la négociation, je crois au dialogue, etc. Bon, et ça, on l'a jamais dit ouvertement.
Vous voyez, y compris dans ce qu'a dit pour gagner le Parti socialiste, il faut toujours le gagner à gauche, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fait Mitterrand à Épinay. J'ai mis ça dans mon film. Et c'est ce qu'a fait Hollande en 2010. Oui, là, mon ennemi, c'est la finance. La finance. Mais bon, c'est comme ça, c'est culturel. C'est-à-dire qu'on gagne à gauche et on gouverne au centre, là? Voilà, c'est ça, oui. Mais c'est pas forcément un grand péché capital. Hein. Ah bah écoutez, ça c'est vous qui le dites. Hein. C'est moi qui le dis. Certains, pour le coup, pourront objecter que c'est aussi ce qui les a fait perdre. Oui, bien sûr, on peut tout objecter. On peut être. Moi, par exemple, je suis séduit aussi par le lyrisme de Mélenchon. Ça n'empêche pas. Moi, j'aurais adoré une social-démocratie plus lyrique. Vous voyez, parce que c'est pas mon métier peut-être, mais j'adore quand il y a des grandes envolées lyriques, des machins comme ça, des beaux etc. discours. Oui, moi j'adore ça, c'est vrai. Et j'adore pleurer dans les meetings. Ah bon, j'adore. C'est de l'émotion. Ouais. Vous êtes un sentimental, c'est ce que vous. Je suis un cinéaste, quoi. Ouais. Donc j'adore le romanesque des choses. Et moi, ce que j'aime, c'est filmer. Alors justement, ce sera ma dernière question, Serge Moati. Est-ce que vous comptez documenter cette reconstruction? Mon petit doigt, je sais pas si ils me laisseront. Hein. Mais ça vous intéresserait de revoir le Phénix, là, le Messie? Ça m'intéresse, mais est-ce que je serai encore en vie? Je ne sais pas, parce que ça peut prendre 10 ans minimum, 45 ans. Ou 4 ans, comme entre 93 et 97. Oui. Enfin, depuis ma maison de retraite, je ferai peut-être des duplex. Serge Moati, depuis Pont-aux-Dames, etc. Bon, je peux toujours faire ça. Mais enfin, bon, on verra, écoutez... C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci. Merci à vous, Serge Moati, d'avoir répondu à nos questions. Et justement, le PS est-il mort? C'est ce dont on va... je voulais vous dire, oui. Gauche année zéro, vous avez dit. Gauche année zéro, point d'interrogation. Point d'interrogation. Attention, voilà. Le point d'interrogation, c'est ma signature, le point d'interrogation. Le point d'interrogation est important et c'est justement la question qu'on va poser à nos invités. Le PS est-il mort? Point d'interrogation. Merci beaucoup, Serge Moati. Merci à vous. Alors, défaite à la présidentielle, défaite aux législatives, la gauche est groggy, consciente de la nécessité d'un nouvel Épinay, du nom du congrès réformateur du Parti socialiste en 1971. Alors, comment imaginer reconstruire cette vieille dame de 112 ans qu'est le Parti socialiste? Peut-on espérer rapprocher ces deux gauches irréconciliables théorisées par Manuel Valls? Et quel peut être son espace politique entre marcheurs et insoumis? Que faire pour que le PS ne soit pas le cimetière des éléphants? Ce sont des questions que je vais poser à mes invités. Juliette Méadel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes ancienne porte-parole du Parti socialiste et ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes sous le gouvernement de Manuel Valls. Vous avez par ailleurs soutenu Manuel Valls pour la primaire citoyenne de 2017. Et suite à la défaite de ce dernier face à Benoît Hamon, vous avez porté votre soutien. Vous avez déclaré que vous voteriez Emmanuel Macron dès le premier tour de l'élection présidentielle. Bienvenue. En face de vous, Emmanuel Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes membre du bureau national du PS et de la direction collégiale du Parti socialiste. Vous animez le courant Maintenant la gauche auprès de Marie-Noëlle Lienemann ou de Jérôme Guedj. Et vous avez signé Restez vivant, article apparaître dans le numéro de novembre de la revue de l'Office universitaire de recherche socialiste et déjà en ligne sur votre site, pour ceux que ça intéresserait. Vous avez quant à vous soutenu Marie-Noëlle Lienemann, puis Arnaud Montebourg lors de la primaire avant d'intégrer l'équipe de campagne de Benoît Hamon. J'ai bon? Vous avez bon surtout. Bon, écoutez, c'est parfait. Comme souvent. Rachid Temal, bonjour. Vous êtes secrétaire national chargé de la coordination et de l'organisation du Parti socialiste et coordinateur de cette direction collégiale, porte-parole du Parti socialiste, sénateur du Val d'Oise et conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes proche de François Hollande et vous avez rejoint l'équipe de campagne de Benoît Hamon après avoir organisé la primaire de la Belle Alliance populaire. Bienvenue. Enfin, Henri Weber, vous êtes docteur en philosophie et en sciences politiques. Vous êtes directeur des études européennes du PS. Vous avez été membre du secrétariat national du PS de 93 à 2003, ancien sénateur de Seine-Maritime, ancien député européen. Vous avez signé Éloge du compromis aux éditions Plomb en septembre 2016. C'est ça? Et vous observez depuis des décennies votre famille politique. Je voulais tout d'abord vous remercier d'accepter de débattre parce que ce n'est pas évident. Peut-être première question. Gauche année zéro, c'est le titre de ce film. Henri Weber, c'est un peu ce que vous racontez dans votre film. Vous l'avez théorisé, cette gauche. Dans mon livre. Dans votre film, dans votre livre, pardon. Le film est à venir. Dans L'éloge du compromis. Dans votre livre, c'est d'ailleurs le titre de la préface, Gauche année zéro. Est-ce que c'était prévisible ce qui s'est passé? C'était assez prévisible. Ce qui était prévisible, c'est la défaite. Ce qui n'était pas prévisible, c'est la déroute. C'est la Bérésina. Bon. Mais pour parler du film, je dirais qu'il aurait été bon qu'il se situe dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce que Benoît Hamon, avec ses 6,5%, il fait quand même sensiblement mieux que Gaston Defferre. Qui avait fait 5%. Et Pierre Mendès France, qui ont fait 5%
en 1969. Bon, ça ne nous a pas empêché de créer une nouvelle refondation, le cycle d'Épinay, qui en effet s'est achevé, mais qui a duré 45 ans et qui a porté les socialistes au pouvoir une bonne vingtaine d'années. Autrement dit, il ne faut pas désespérer. Vous avez bien raison de dire que le Parti socialiste, ce n'est pas une vieille dame, c'est une dame dans la force de l'âge, mais qui a en effet 112 ans. Il faut faire un check-up, vous diriez. 112 ans. Bon, et elle a connu des hauts et des bas, elle a connu des crises d'effondrement. Oui, c'est pas la première, et c'est votre pas la livre le dit première, bien. et c'est peut-être pas la dernière, encore que. Mais c'est une quatrième crise qu'il va falloir traverser. Cette fois-ci, dans le contexte que nous abordons, la refondation va être beaucoup plus difficile. Parce que la période est beaucoup moins porteuse. Oui, mais on ne sort pas de 68. Elle n'est pas impossible. Rachid Temal, je voudrais vous entendre. Gauche, année zéro, est-ce qu'on en est là? Moi, je ne crois pas. Alors, ça fait un beau titre. J'ai regardé comme mes camarades le film. Effectivement, mais c'est un beau titre, mais ce n'est pas la réalité. Parce que d'abord, comme tu l'as dit, il y a une véritable histoire. Et donc la question qui nous est posée, c'est est-ce que notre génération, au sens politique du terme, on sera en capacité de réinventer un partialisme? Parce que ce qui fonde le socialisme, c'est deux choses à mon sens. Enfin, au moins pour résumer, le combat contre les injustices sociales et le combat pour l'émancipation individuelle et collective. Je pense que ces questions-là sont plus que jamais d'actualité. Donc le rôle historique d'une formation comme la nôtre, socialiste, est toujours là. Après, à nous, effectivement, dans un contexte plus difficile ou différent, de reconstruire cela. Moins porteur, mais en même temps, on le voit bien, je veux dire, dans les élections sénatoriales, c'est encore les socialistes qui ont su rassembler. Donc il faut... Et l'ancien monde, comme dirait Barry Zaccari? Oui, l'ancien monde, ils viennent tous de l'ancien monde. Je ne sais pas ce qu'est le nouveau l'ancien monde. Moi, je préfère un ancien monde où il y a des partis, et il y a un débat, ça s'appelle la démocratie, qu'un parti unique, où il y a d'ailleurs, on le voit, la République En Marche qui va choisir son chef par l'Élysée simplement. Donc moi, je pense qu'il y a à reconstruire totalement une formation politique dans sa stratégie, dans sa prise en compte des réalités, des attentes. Mais moi, je suis là, avec mes collègues, pendant 6 mois, avant un congrès, pour justement construire les conditions d'un rebond, d'une reconstruction des socialistes. D'abord en ayant un projet politique clair, assumé. Juliette Méadel, gauche année zéro. Écoutez, je crois que ce n'est pas l'année zéro de la gauche, en fait. C'est l'année zéro d'un nouveau contexte politique. L'enjeu pour la gauche aujourd'hui, c'est la question de savoir comment nous sommes capables de faire face, dans nos institutions, à ce bouleversement politique qui résulte de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Un bouleversement, parce que les partis traditionnels, tels qu'ils étaient structurés, dans le cadre notamment de nos traditions issues des 2e et 3e internationales, n'arrivent plus aujourd'hui à imprimer. Donc il faut savoir, comment on se réorganise, au service de quel projet, c'est essentiel, parce que les histoires de tactique pour arriver au pouvoir sont moins importantes que la question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est au pouvoir, et 3, comment on fait enfin pour arriver à restaurer la confiance. Comment on fait pour arriver à inspirer cette confiance? Emmanuel Morel, là c'est quoi? C'est une crise du Parti socialiste ou c'est une crise des partis en général, de manière beaucoup plus large? Non, mais il y a une dimension crise des partis. C'est pas très nouveau d'ailleurs. Ça fait des années qu'il y a des essais sur le désenchantement démocratique, la défiance grandissante par rapport aux partis politiques. Donc ça, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que la situation politique de l'élection présidentielle en a été en quelque sorte le paroxysme. Après, pour ce qui est de la gauche, Cazeneuve, dans le film, dit à un moment, c'est soit un chantier, soit un champ de ruines qui nous attend. La vérité, c'est que c'est les deux. C'est un champ de ruines parce que le Parti socialiste, dont il ne faut pas sous-estimer, en effet, ce n'est pas une défaite, c'est un désastre. Et il y a une différence de taille par rapport à 69, l'élection présidentielle, c'est qu'à l'époque, il y avait, ça tu le sais très bien, une hégémonie culturelle de la gauche. On sortait de 68. Et il y avait en plus une foi inentamée dans les aventures collectives. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, c'est pas pour autant qu'il y a une perte d'engagement. Les Français continuent à s'engager. Pas du tout, mais je parle, à l'époque, c'était quand même la foi dans l'action politique, y compris quand elle était dans des mouvements ou des partis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand même, ce qui est d'inédit, c'est que nous subissons un désastre aux législatives qui est bien pire que 93. En 93, alors que c'était vraiment la Bérésina, on fait à peu près 5 millions de voix. Là, on en fait 2 millions. Donc quand même, pour le Parti socialiste, c'est une crise d'existence, une crise existentielle. Et si on veut le redresser... Le symbole est la vente du siège aussi rue Solferino. C'est un des symboles, peut-être pas le plus important, mais donc on a devant nous un chantier colossal. J'insiste quand même sur un point, mais ça vous le savez mieux que quiconque, ça touche la plupart des partis sociaux-démocrates.
En Europe. Les résultats récemment, que ce soit aux Pays-Bas, un peu partout, même en Allemagne, l'effondrement du SPD témoigne d'une crise structurelle de la social-démocratie. En réalité, c'est plutôt une triple crise. Il y a d'abord une crise idéologique. Les partis sociaux-démocrates, de plus en plus, sont tétanisés par rapport à la dynamique du capitalisme d'aujourd'hui. Et certains font même le choix d'accompagner cette dynamique plutôt qu'essayer de résister, c'est la première chose. On a une crise sociologique qui est tout aussi grave, c'est-à-dire qu'on continue encore à avoir des électeurs dans les centres urbains, un petit peu dans les banlieues, mais l'électorat traditionnel de la gauche... va plutôt à l'extrême gauche. Ou à l'extrême droite. Ouais. C'est-à-dire qu'on perd quand même beaucoup d'électeurs ou dans l'abstention. Voilà, c'est quand même une crise majeure pour nous et ça touche tous les autres pays. Et puis on a une crise stratégique, c'est-à-dire que on l'a bien vu d'ailleurs sur ce plateau, ça élu cette crise stratégique. Il y a des gens qui ont fait le choix, alors même qu'ils étaient membres du Parti socialiste, de soutenir Emmanuel Macron dès le premier tour. Donc là aussi, il y a un débat forcément entre nous sur la nature du macronisme. Moi, je pense que le macronisme, c'est un mouvement intéressant, très riche, mais c'est un avatar de la droite. D'ailleurs, une droite assez dure. Et j'ai en tête, moi, quand Macron était encore au gouvernement, il avait fait l'éloge de Thatcher en 2015, en disant « Moi, j'aime les politiques qui marchent, et les Anglais ont fait dans les années 80 ce que nous n'avons pas fait. » De ce point de vue-là, les 6 premiers mois de Macron sont dans cette logique-là. Donc là aussi, il y a un débat entre nous, il y a des gens qui ne pensent pas la même chose, il faudra qu'on mette le débat sous la table. Alors on y reviendra bien entendu, mais j'aimerais, avant qu'on évoque cette question de la refondation, de la reconstruction, est-ce qu'on peut faire l'économie du bilan de ces 5 dernières années au pouvoir? Est-ce qu'il faut refaire le match ou pas? Ou est-ce qu'on fait, c'est un peu ce qui s'est fait en 93, vous l'évoquiez, comme en 97, Lionel Jospin revient au pouvoir, on a aussi fait l'économie, on a mis un peu tout sous le tapis et on ne s'est pas posé des questions. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire ce bilan, Juliette Méadel? La condition de la renaissance de la gauche, alors du Parti socialiste, on trouvera peut-être un autre nom, c'est d'abord d'être capable de dire ce qui a marché et ce qui n'a pas fonctionné. Et moi, j'aurais bien aimé qu'on aborde l'élection présidentielle en 2017 en faisant ce bilan, mais en le faisant honnêtement. Pas en étant dans l'invective avec d'un côté les frondeurs et de l'autre les pro-gouvernementaux, et comme s'il n'y avait que deux camps. Qui se renvoient finalement la responsabilité de la défaite. Et c'était stérile. Donc en réalité, il faut être capable de faire une vraie analyse. Et à cet égard, les 2 premières années du quinquennat ont été décisives. Tous ceux qui ont voté, qui étaient au Parlement, qui ont voté le premier budget du quinquennat, qui était le budget le plus austère qu'il soit, c'était ceux qui, 2 ans plus tard, se sont transformés en frondeurs. Mais à ce moment-là, au moment où il faut prendre des options, qui sont des vraies options de gauche, au moment où il faut dire le CICE, il doit être conditionné, personne ne le dit et personne ne le fait. Et à partir de là, moi à ce moment-là, je remets un rapport au Premier ministre dans ce sens-là. Mais je n'étais que secrétaire national à l'industrie du PS. Donc ça ne pesait pas grand-chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, toutes les options se jouent. Et moi, j'aurais voulu que ce soit à ce moment-là qu'on travaille ensemble. Et ce bilan, il faudra qu'on le fasse en toute honnêteté, y compris sur la manière dont la campagne présidentielle a été conduite par Benoît Hamon. Parce que c'est en partie en raison des options politiques de fond et stratégiques que je n'ai pas soutenu Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle. Rachid Temal. Moi, je pense qu'il y a un double exercice. D'abord, sur le bilan, il est normal. Mais il ne doit pas s'arrêter au quinquennat. Je pense que c'est une période qui doit être beaucoup plus longue. Il y a eu le désastre de 93, mais il y a eu la défaite de 2002. Et puis il y a eu, vous l'avez évoqué, 2005. Donc je pense sur un certain nombre de grandes questions, la question européenne, la question démocratique, la question territoriale, la question du rapport au travail, on doit faire ce bilan-là. Et pas d'un quinquennat entre des gentils et des méchants. Moi, je ne suis pas dans ce registre-là, mais globalement, de ce que nous avons été en capacité de réinventer, de porter dans le débat culturel ou simplement d'accompagner. En gros, vous posez sur les lignes de fracture qui traversent le parti depuis déjà des dizaines d'années. Doit être fait sans concession. Et en même temps, notre responsabilité, c'est aussi de créer de l'espoir et de la dynamique. Par rapport à Juliette, moi, j'ai voté Benoît Hamon. J'ai fait sa campagne. Parce que, encore une fois, je suis socialiste. Je suis pour que le parti garde ce nom-là. Et je pense que dans une famille, quand il y a un débat, on peut l'avoir. Mais sortir de la famille pose des questions. C'était aussi délégitimer l'exercice de la primaire que... Mais je pense qu'à un moment donné, quand on est dans un cadre collectif, après il y a un débat... Vous le dites d'ailleurs, c'est le manque de collectif qui a tué aussi le PS. Mais moi je le dis, oui. Et quand d'ailleurs le débat d'aujourd'hui, c'est le fameux débat du leadership, enfin, je veux dire, on est à gauche, pas de messianisme. Créons d'abord un collectif, créons un projet politique. Donc moi, je le dis à tout le monde. À un moment donné, quand on est responsable politique, on doit aussi assumer sa parole et ses actes. Henri Weber, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cet exercice avant ? Moi, je l'ai fait en tous les cas. Vous avez eu la gentillesse de citer mon livre
l'éloge du compromis, il y a 35 pages qui sont Ou alors vous l'avez fait tout seul, alors c'est bien peut-être là le problème. Non, on va le faire. Il se fait et il va être fait dans un cadre organisé, c'est absolument indispensable. Bien. Et d'ailleurs, ma conviction, c'est que le bilan de François Hollande et de son quinquennat va être réévalué. Il va être réévalué. Et l'honneur de la social-démocratie française, c'est de n'avoir pas hésité à prendre des décisions impopulaires parce qu'elles étaient indispensables pour le pays. Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Parce que l'inversion de la courbe du chômage, le fait qu'on crée 300 000 emplois chaque année, toute une série de conquêtes qui ont été réalisées, je peux vous en donner. Parce que dit le dernier rapport sur l'impact du CICE, pardon. Hein, je ne veux pas embêter les gens, mais la liste, des avancées sociales. On reviendra sur ce bilan de François Hollande. Ça commence de la retraite à 60 ans pour ceux qui ont eu des... Bon, les longues carrières, c'est quand même 1,5 million de bénéficiaires. Et je pouvais... Alors c'est peut-être aussi un problème de communication globale autour de ce quinquennat, mais toutefois, j'aimerais qu'on entende... Enfin, je repense à Leïla Slimani, qui est l'ancienne présidente du MJS, qui a rejoint Benoît Hamon et qui évoque la dérive extrêmement violente de ses amis de Solferino, une dérive libérale face à l'exercice du pouvoir, une dérive autoritaire à certains points de vue, avec des épisodes qui m'ont marqué personnellement extrêmement durement, en évoquant la loi travail, la déchéance de nationalité ou encore la politique migratoire de la précédente majorité. Ça, on ne peut pas faire fi en fait de cette réalité, Emmanuel Morel. Incontestablement, il y a eu des moments de violence. Moi, je ne partage pas l'avis d'Henri, c'est-à-dire que c'est un bilan mitigé. Enfin, si François Hollande ne se représente pas, c'est aussi parce qu'il sait que les Français portent un jugement sévère par rapport à ce quinquennat. Il y a des choses qui ont été faites. Il faut quand même être juste sur le CICE. Nous étions très nombreux à dire... Si on donne autant d'argent aux entreprises, il faut des contreparties. Et je ne dis pas seulement l'aile gauche. Là, moi, je me souviens d'un débat où plein de camarades l'ont fait. Mais Hollande et le Premier ministre de l'époque nous avaient dit on n'en a rien à faire de ce que pense le Parti socialiste. C'est d'ailleurs une difficulté, c'est que nous avons tellement intégré les institutions de la 5e que on considère que tout doit être soumis à l'exécutif. À plusieurs reprises, sur la déchéance, c'est pareil. Sur la déchéance, je me souviens très bien d'un débat au Bureau national où la plupart des camarades, même proches de Manuel Valls, étaient quand même choqués par rapport à leur identité politique et leur trajectoire. Mais pourtant, il y avait une injonction à mettre le petit doigt sur la couture du pantalon. Donc il y a ce rapport à l'exécutif qui était très malsain. Donc ce bilan, on va le faire. Jospin l'avait fait d'ailleurs, parce que vous vous souvenez, il y avait la formule le droit d'inventaire. Nous aussi, nous avons un devoir d'inventaire. Le problème, c'est qu'il y a au Parti socialiste des gens, encore aujourd'hui, qui ont la tentation finalement d'enjamber ce débat et de repartir parce qu'ils considèrent que, ça c'est le cas de François Hollande d'ailleurs, il considère qu'en politique comme en économie, il y a des cycles, des alternances, et que ce qui a été défait un jour triomphera le lendemain, et qu'on peut faire l'économie de ça. Entre 93 et 97, mais la situation est complètement différente. Complètement différente. Ah oui, c'est absolument différente, parce que on parlait du désenchantement démocratique tout à l'heure, et puis des nouveaux partis qui ont émergé, il n'y avait pas ça en 93. On n'était pas dans la même réalité politique. La gauche même, réduite à portion congrue, c'était l'opposition. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est plutôt la France insoumise. Au lendemain de la débâcle des élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis quitte son poste de premier secrétaire. Nous sommes le 18 juin 2017. On réécoute. La gauche doit tout changer, la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations. La gauche doit ouvrir un nouveau cycle. Il s'agit de repenser les racines du progressisme, car ces deux piliers, l'État-providence et l'extension continue des libertés, sont remis en cause. Il s'agit donc de repenser l'action politique en mêlant le principe d'efficacité à la demande citoyenne. Juliette Méadel, est-ce qu'il faut tout changer de la cave au grenier? Vous dites qu'il faut dynamiter le PS et le reconstruire sur la base des primaires. C'est-à-dire? Oui, je disais ça quand j'étais porte-parole du PS, en accord d'ailleurs avec Jean-Christophe Cambadélis, parce que l'idée c'est que si on ne prend pas conscience de ce que nos structures sont déconnectées de la réalité, on risque de disparaître. C'était le cas lorsque je l'ai dit il y a 2 ans, et regardez ce qui nous est arrivé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, au contraire. Mais le premier challenge pour le PS, c'est d'être capable d'aborder les sujets qui fâchent. Encore une fois, si je vous ai cité le débat européen de 2005 que nous avons eu en interne, c'est que je crois que ce débat qui a opposé les tenants du oui et les tenants du non s'est soldé par une espèce de glaciation idéologique sur la question européenne. Et d'une certaine manière, tous les dirigeants socialistes, qui sont d'une façon ou d'une autre les grands brûlés du débat européen, ne veulent plus parler de cette question en étant
ambitieux en étant dynamique. Ce qui explique la frilosité du programme de Benoît Hamon sur l'Europe et qui explique aussi qu'un électeur socialiste sur 2 ait voté Macron, et j'en suis. Quand vous écoutez le discours du président de la République à Athènes sur un projet d'Europe ambitieux pour protéger davantage et les citoyens et les consommateurs, vous vous dites « mais j'aurais aimé que ce soit un socialiste qui tienne ce discours ». On l'attendait de François Hollande pendant 5 ans, il n'est jamais venu. Par exemple. Et donc, moi, ce que j'attends au PS, c'est qu'on arrive à dire il y a 2, 3 sujets qui sont tabous aujourd'hui, dont on ne parle pas parce qu'on a peur de se diviser. Sauf qu'à force d'avoir peur de se diviser, l'Europe. Commençons par la question européenne. Ouais. La laïcité, le rapport à la religion. La laïcité, le rapport à la République. 3e et dernier point que je regrette que nous n'ayons jamais abordé, la question de la finance. La régulation de la finance, qui n'a pas été abordée pendant la campagne présidentielle. Mon ennemi, c'est la finance, c'était 2012. Oui, mais 2017, on n'en a pas parlé. Si sur ces 3 sujets-là, on avait eu une parole forte, je pense que nous aurions été en capacité de préparer l'avenir. Et je crois qu'à l'avenir, et je suis convaincue qu'à l'avenir, si on aborde ces sujets sans tabou, sans tactique, et simplement en se disant, mais qu'est-ce qu'on partage ensemble? Rachid Temal, on peut y arriver ou pas, et si on n'y arrive pas, et ben c'est la question. Rachid Temal, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que c'est ça les principales lignes de fracture qu'il va falloir régler? D'abord, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit qu'il faut dynamiter le Parti socialiste, je pense qu'il faut faire attention. Il y a des militants, des hommes et des femmes qui, depuis de nombreuses années, prennent du temps sur leur vie de famille. Qui ont tout le monde oui, mais donc il faut faire attention à ce qu'on dit. À ce qu'on dit, une base de militants qui c'est quand même juste... Mais même s'il n'en devait en rester que 10, je pense que commencer par expliquer qu'il faut dynamiter le Parti socialiste, c'est pas une bonne façon de faire. Et ces débats-là, on les a aujourd'hui. Il y a des 60 000 adhérents perdus en 5 ans. Oui, mais ça, je ne conteste pas ça. Je vous dis simplement que pour ceux qui ont fait le choix de rester avec la difficulté que vous évoquiez, je pense qu'on leur doit au minimum le respect. Et le respect passe par le respect de la parole donnée, le respect des engagements et le respect de nous organiser pour la suite. Donc ça passe par les forums de la refondation, puisque nous avons ouvert pour que le parti parle avec la société dans son ensemble, et les sujets qu'on évoque sur la laïcité, si je peux permettre. Arrêtons ce fameux débat, ou d'autres sur une fameuse note de Terra Nova qui ne m'intéresse pas, d'abord je ne partage pas, qui n'a jamais été la colonne vertébrale du Parti socialiste. Ne refaisons pas des débats qui n'ont jamais existé. Sur la question européenne, oui, construisons-la, mais pas seulement d'ailleurs, entre nous seulement. Quand on voit ce qui se passe au Parti socialiste européen, ou ce qu'est la dérive d'un certain nombre de pays, de partis en Europe, socialistes, j'entends, des partis socialistes, oui, et on se débat là. Mais il n'y a pas de problème, je pense qu'on doit ouvrir tous les débats, mais arrêtons de faire croire que c'est parce qu'on n'aurait pas à discuter de tel ou tel point que nous en sommes là. Si les Français n'ont pas voté pour nous, c'est parce qu'il y a aussi 2 France. Il y a des gens qui considèrent que globalement la politique ne sert plus à rien. Quand on regarde la question, il faut aller récupérer. Il faut aussi, eux aussi, mais quand on prend la question, le grand mot, c'est les banlieues. Les quartiers populaires. On a qui ne votent plus pour le PS depuis très longtemps, pour le coup. Qui ne votent plus globalement, et donc il y a un vrai sujet. Donc prenons les questions, mais arrêtons les anathèmes, parce que dans ce cas-là, moi j'entends Juliette, mais enfin, je veux dire, tu étais en responsabilité aussi au gouvernement. Je veux dire, on ne peut pas venir là et dire tout ça, c'est la faute des autres. Je pense qu'on est collectivement tous responsables, mais aussi responsables de reconstruire intelligemment le Parti socialiste et la famille socialiste. Henri Weber, à l'époque, en 69, vous en parliez tout à l'heure, donc Gaston Defferre perd l'élection présidentielle, 5%, 71, 2 ans après, congrès de refondation à Épinay, qui signe donc la fin de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, au profit du PS. Mais à l'époque, il y avait François Mitterrand. Aujourd'hui, alors on a pléthore de noms dans la presse depuis quelques semaines. Tout le monde est possiblement dans les starting blocks pour prendre la tête du parti en février prochain. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise de leadership? Est-ce que ça ne va pas en passer par là? Bien sûr, il y a une crise majeure de leadership. Est-ce que ça ne risque pas de virer à la crise des égos? La refondation du Parti socialiste, elle passe par une refondation de caractère en effet théorique. Il faut comprendre le nouveau monde dans lequel nous sommes entrés depuis un certain temps déjà et comment la gauche peut faire prévaloir ses idéaux et ses objectifs dans ce nouveau monde-là. Elle passe par un renouveau programmatique. Et de ce point de vue, ce que font les élus socialistes est exactement ce qu'ils vont faire. Ils ne se les élus socialistes, c'est-à-dire la direction collégiale qui est coordonnée par... Je vous parle des groupes parlementaires. Je vous parle des députés. La nouvelle gauche, donc de 31 membres. Exactement. Et ils ne se contentent pas. Et les sénateurs. J'ai dit les parlementaires. Donc, ils ne se contentent pas d'injonctions, d'imprécations. Ils contre-proposent. Ils ont opposé un contre-budget au budget. C'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on reconstruit. Alors, on peut discuter de leurs contre-propositions, mais c'est ça la bonne démarche. Et puis, le salut viendra, des élus de terrain, c'était aussi Jean-Christophe Cambadélis. Il a tout à fait raison.
la social-démocratie française est une social-démocratie municipale. Elle s'est toujours reconstruite à partir de la conquête du pouvoir local et territorial. Et pour nous, l'heure de vérité, ce sera exactement 2020, les élections municipales. Nous les préparons d'ores et déjà. Sur quelle ligne, Emmanuel Morel? On voit bien que les divisions sont quand même importantes entre ceux qui sont plutôt les tenants d'un social-libéralisme, d'une social-démocratie, et puis ceux qui tirent plus vers la gauche de la gauche. Vous étiez vous-même cet été, à la fin de l'été, invité par la France Insoumise à Marseille lors de leurs universités d'été. Est-ce que vous seriez plutôt allant pour créer une convergence vers la France Insoumise? Non mais moi surtout, rien de ce qui est à gauche ne m'est étranger. Et je réponds d'ailleurs, parce que je suis un garçon poli, à toutes les invitations. J'étais à Marseille invité par les Insoumis. Je serai dans une semaine invité par le Parti communiste pour un autre débat. Moi, toutes les forces de gauche, d'opposition qui veulent construire un front, on va dire, pour être large, anti-libéral et anti-Macron aussi, j'y participe. Moi, je crois que le socialisme est une idée neuve. Ce que je veux dire par là, si on se gargarise avec le nouveau monde, en réalité, c'est des choses qu'on connaît déjà. Hein, oui, le capitalisme a changé de nature. C'est neuf, ça nécessite quand même un peu d'être dépoussiéré. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que, justement, cette dynamique du capitalisme, dont on voit chaque jour le caractère de plus en plus morbide, parce qu'il y a une pulsion de mort aussi dans le capitalisme. Et on le voit notamment sur les questions écologiques, ou même sur l'explosion des inégalités. Donc ça rend encore plus nécessaire une doctrine qui non seulement résiste, mais propose une alternative. Ouais. Et je parle une alternative, c'est pas seulement des contre-projets à l'Assemblée, parce que ça ne suffit pas. Les gens savent qu'on est des bons techniciens et des bons gestionnaires. En revanche, ils ne comprennent plus forcément quelle est notre visée ultime, notre vision de la société. Mais est-ce qu'on n'est pas là-dedans, quand vous parlez vision de la société, dans cette idée théorisée par Manuel Valls, de ces deux gauches irréconciliables qui ne vont pas du tout du même côté? Moi, je ne crois pas du tout. Je crois au contraire que si on fait ce travail sérieux de refondation idéologique, on verra que les convergences sont très importantes, avec bien sûr les Verts et les communistes, mais aussi la France Insoumise, parce que nous avons des différences qui ne sont pas de nature, mais de degré. Donc moi, je suis très optimiste à partir du moment où le Parti socialiste s'affirme et se réaffirme comme un parti de gauche. Si c'est pour être soit dans une ambiguïté qu'on a connue pendant la campagne législative, où il y avait des candidats qui disaient « je suis socialiste, mais dans la majorité présidentielle », d'autres qui soutenaient Macron, d'autres qui... Forcément, en fait, à un moment, on est illisible. Et évidemment, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, le vote de confiance. On a un groupe socialiste réduit aux acquets, et il y a 3 votes différents par rapport au gouvernement. Philippe, ça ne peut pas durer. Rachid Temal. Rapidement, moi, je veux toujours contester cette vision des deux gauches irréconciliables. Bien sûr. Ça n'existe pas, et d'ailleurs, comme tu le disais, Henri, dans les municipalités ou dans les collectivités, la gauche est rassemblée. Donc arrêtons un faux débat qui n'existe pas. On voit énormément de mairies, je pense notamment à la mairie de Rennes, à la mairie de Nantes, à la mairie de Paris. Partout où la gauche est là, quasiment, c'est à chaque fois de la gauche rassemblée, ouverte à des progressistes. Donc là-dessus, n'ayons pas de faux débat. Sur après l'histoire de la gauche, oui, la gauche, le Parti socialiste est de gauche et dans l'opposition, puisque nous avons collectivement pris cette position-là. Donc là aussi, pas de faux débat entre nous. Après, moi, je suis pour, effectivement, le dialogue, le débat avec toutes les forces de gauche. Ça suppose 2 choses. D'abord, que le Parti socialiste réaffirme son projet de société. Je pense que parce qu'il sera clair, et c'est ce que j'appelle de mes voeux à l'occasion du prochain congrès, que nous pourrons à nouveau attirer à nous et débattre avec des partenaires. Et sur les partenaires, moi, je suis pour débattre avec tous. Après, reconnaissons... Donc, prochain congrès prévu en février. Février-mars. Si je prends le cas de la France Insoumise, on peut constater que sur la question démocratique européenne, il y a plus que des nuances. Donc là, on n'est pas sur une question de degré, donc contrairement à ce que dit Emmanuel Morel. Comme quoi, on a un point. Et après, sur La République En Marche, que je sois clair, personne ne peut nous faire croire. Aujourd'hui, il y avait depuis 6 mois quelques touches comme ça de peinture. C'est de l'impressionnisme. Quand on regarde aujourd'hui le tableau, et le budget le démontre, excusez-moi, le premier de cordée, la fameuse expression, oui, aux plus riches qui sont en haut, on le retire du poids et on en rajoute en bas. On ne peut pas dire l'ISF en haut et de la PLA en bas. Pardon, mais il y a quand même eu une clarification. Que les choses soient claires, il n'y a pas aujourd'hui d'alliance à avoir avec La République En Marche. Sans parler d'alliance, il y a quand même eu une clarification ces derniers mois avec le nombre de ténors en fait, du Parti socialiste qui ont rejoint les rangs de La République En Marche. Ils ne sont plus membres du Parti Donc ça veut dire qu'il existait bien ces deux gauches irréconciliables et que finalement ces événements ont permis en fait de clarifier les choses. Il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Pardon, je suis béotienne, mais alors objectivement, je ne sais pas la gauche. Mais vous posez exactement la bonne question et à la question que vous posez, moi je souhaiterais que la réponse, ce ne soit pas qu'il y a des ou
case, et que par exemple, le Parti socialiste se définit comme étant dans l'opposition, alors qu'il y a des sujets sur lesquels, pourquoi ne pas voter avec La République En Marche, et des sujets sur lesquels on ne votera pas avec La République En Marche. C'est toujours le cas, même quand si vous voulez, le vrai sujet, c'est le projet. Honnêtement, juste une seconde, Rachid. Moi, je veux bien qu'on parle tactique, etc. Mais on n'est même pas capable. On n'est même pas capable. Écoutez-vous, s'il vous plaît. Sur l'Europe. Nous parlons stratégie. Trouvons déjà des points de convergence sur Non, mais on l'Europe. parle de l'Europe. Mais non, mais c'est un sujet clé. J'ai bien compris qu'il y avait un nouveau monde, un ancien monde et des réflexes pavloviens. La gauche, quand elle est dans l'opposition, quel que soit son étage, ne vote pas bêtement. Elle vote chaque fois que c'est nécessaire et qu'elle peut amender et qu'elle vote quand le projet va dans le bon sens. Donc arrêtons de faire croire que les parlementaires, que ce soit au niveau européen, au Sénat ou à l'Assemblée, votent bêtement non quand c'est un projet venant de la majorité. Le contre-budget qui était constructif, c'était évidemment une bonne approche. Donc dans ce cas-là, je suis désolé, moi je juge sur pièce. La philosophie et les propositions, les mesures prises par République En Marche démontrent que ce n'est pas un parti de gauche, que ce n'est pas une partie de gauche. C'est aussi simple que cela. Si on veut se reconstruire à un moment donné, il faut dire tranquillement les choses, clairement les choses. C'est surtout, si je peux me permettre, un faux débat. Parce que même quand il y a des gouvernements de droite, les parlementaires socialistes sont suffisamment responsables pour voter pour des projets de loi s'ils vont dans le sens de l'intérêt du pays. Ça, c'est un faux débat, mais c'est normal. Juliette, elle a appelé à voter Macron dès le premier tour. Donc forcément, elle est concernée par ce débat. Mais la majorité des socialistes qui n'ont pas voté Macron au premier tour, ou alors qui ont eu l'honnêteté de rejoindre En Marche, qui n'est pas un mouvement de gauche. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de réconciliation, puisque c'est pas un mouvement de gauche. Ceux qui ont eu cette honnêteté-là, de toute façon, sont plus concernés par le débat. Mais nous, et c'est pour ça qu'il va falloir avoir un débat transparent et fracassant d'une certaine façon, nous, on considère qu'on est dans l'opposition. Et tu parlais tout à l'heure des sujets soi-disant tabous au PS. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de sujets tabous au PS. Même l'Europe, d'une certaine façon. Ce qui est tabou, en revanche, c'est qu'on écrit des choses quand on est dans l'opposition et quand on est au pouvoir, on s'empresse de faire le contraire. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement auquel tu as appartenu. Mais par exemple, tu parlais de la finance. Mais précisément, s'il y a bien une question sur laquelle on est en désaccord majeur avec le gouvernement d'Édouard Philippe et de Macron, c'est cette question-là. Parce que chez Macron, il n'y a pas notre adversaire la finance, c'est comment on accompagne la finance et comment on fait bénéficier, et comment on favorise les détenteurs du capital. Alors, c'est justement cette question, pardon. Non, mais, parce que c'est un sujet important, parce que ça mais tous les sujets sont importants. Finalement, le sujet, c'est l'Europe, parce que je suis désolée d'y revenir. La réponse à la question de la finance, ça sera la régulation par l'Europe. Car les normes les plus strictes qui ont été prises... Les normes les plus strictes qui ont été prises pour réguler la finance sont des normes européennes. Et quand Emmanuel dit, après tout, nous n'avons que des différences de degrés avec Mélenchon, qui est exactement le discours de Benoît Hamon au moment où il était candidat, moi, quand Mélenchon dit, aujourd'hui, le drapeau européen, c'est terminé, et je veux revenir à une forme de souverainisme, eh bien, pour moi, comme disait François Mitterrand, le socialisme, mais l'Europe est notre avenir. Alors, moi, j'aimerais bien quand même... Vous voyez bien que sur la question... Sur cette question, on voit bien que sur cette question, ce sera compliqué, effectivement, de trouver un consensus. Rachid Temal, rapidement, Juliette Méadel, et ensuite, on va devoir conclure. Dernier point de vue sur la reconstruction du parti socialiste, parce que c'est un peu ça le débat. Je pense qu'aussi, il faut qu'on soit clair sur pour qui on se bat, pour qui nous portons nos valeurs. Je pense que quand on regarde notre base sociale, c'est ceux qui ont le plus besoin, ce que j'évoquais tout à l'heure, le combat contre l'injustice sociale et pour l'émancipation. Je pense qu'effectivement, nous avons tout à reconstruire et je pense que nous avons aussi un rôle dans l'histoire de ce pays encore. Juliette Méadel. Non, mais un point clé. Pour faire face à cette mondialisation dont on connaît les effets délétères, qui a fait d'innombrables victimes sur les plans économiques et environnementaux, la réponse, c'est une Europe plus forte. C'est structurant et c'est déterminant. Et il n'y a que la gauche qui peut porter ça. Et moi, ce que je voudrais, en l'occurrence, là, c'est plutôt la République En Marche qui le porte, Emmanuel Macron. Mais vous m'enlevez les mots de la bouche. Je souhaiterais que ce soit la gauche qui le porte et que la gauche soit le fer de lance de cette Europe qui protège. Et donc, Emmanuel Morel, tu es député européen. Pour un député européen, comment ne pas porter ce message qui suppose donc... Alors, il le porte assez, pour le voir dans le cadre du Parlement européen, il le porte. Tu ne suis pas beaucoup l'actualité européenne. Je ne te lis pas assez, peut-être. Comment ne pas porter ce message? Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que le PS soit à l'avant-garde de la définition d'une Europe forte. Alors, un PS. Vous estimez tous ici que le Parti socialiste de demain a un espace entre la République En Marche et la France insoumise? Est-ce que pour cela, est-ce qu'il va falloir changer de nom? Mais ce n'est pas du tout une question d'espace ou de part de marché. Ouais. La question, c'est est-ce que oui ou non, il y a une utilité historique à ce qu'un courant socialiste continue à exister en France et en Europe? La réponse est oui, évidemment. Et précisément parce que je disais tout à l'heure,
face à un système économique qui charrie de plus en plus d'inégalités, d'injustices et qui rend le monde proprement invivable, il faut une réponse d'émancipation, de protection. Un progressisme et je parle de l'Europe qui nouveau. protège parce que ça me fait bien rire. Manifestement, Juliette, je ne suis pas du tout l'actualité européenne. On se bat. Non, c'est pas parce que je ne te lis pas que je ne suis pas l'actualité européenne. Rachetez mal, vous aurez le mot de la fin. Moi, qui suis sénateur du Val d'Oise, je vois à la fois un monde très urbain et un monde très rural. Je peux vous assurer que nous sommes la force qui peut justement apporter beaucoup aux populations de mon département, mais globalement de la France. Et moi, je suis pour maintenir le mot socialiste. C'est un beau mot. Et je pense que c'est celui qui nous rassemble le plus. Il faut se battre sur cette question-là et pas essayer d'inventer autre chose. Alors, Dans ce sera... socialiste, il y a social. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Merci d'avoir accepté de débattre. Hein. Vraiment, on ne pensait pas que ce serait possible, mais voilà, comme quoi ça l'est. Merci en tout cas. Oui, exactement. Quelques socialistes qui se parlent. Merci à vous, bien entendu. Pour prolonger quelques ouvrages, restez vivants. Donc, je rappelle, votre article, Emmanuel Morel, apparaît dans le numéro de novembre de la revue de l'Office universitaire de recherche socialiste. Éloge du compromis, Henri Weber, c'est paru aux éditions Plomb en septembre 2016. La gauche à l'agonie, 68-2017 de Jean-Pierre Le Goff, c'est aux éditions Tempus Perrin, c'est paru en janvier 2017. Les 100 derniers jours du Parti socialiste, Bruno Gassio aux éditions Les Liens qui libèrent. Les réseaux du Parti socialiste, sociologie d'un milieu partisan, Frédéric Savicki chez Bélin Alpha. Et enfin, la gauche du 21e siècle, enquête sur une refondation. C'est Christophe Aguiton à la plume, c'est à la découverte. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Mais pas de panique, vous pouvez revoir documentaires et débats sur notre site internet publicsénat.fr. Merci à Amélia Morgadi et à Aurélie Dafas d'avoir préparé ce débat. Vous pouvez bien entendu réagir et commenter sur notre hashtag UMED. Mais on se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour un nouveau Monde en Doc. Très belle semaine à tous. Ciao.